de séance? Je me propose d'être. Je te passe la parole pour l'appel. Madame Benoît. Présent. Madame Briat. Présent. Madame Calvario. Madame Chabani donne pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupet donne pouvoir à Madame Briat. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Non. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Madame Neveu donne pouvoir à Monsieur Thierry. Madame Pain donne pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Papy. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présent. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière donne pouvoir à Monsieur Saintier. Madame Van Elsu. Excusez. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collard. Monsieur Coulibaly donne pouvoir à Monsieur Blondel. Monsieur Dartois donne pouvoir à moi-même. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillan. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Je suis là. Monsieur Le Baigneur. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. C'est bon. Je vous annonce que la délibération numéro 3 va être retirée de la séance de ce soir. En préambule, lors de la séance du conseil municipal du 4 mars dernier, monsieur le maire, je vous informais du décès de monsieur Hervé Le Guélec, conseiller municipal survenu le 1er mars 2025. Une minute de silence avait alors été tenue en sa mémoire. Je vous indique que conformément à l'article 270 du Code électoral, il ne peut procéder à son remplacement, la liste des candidats étant épuisée. L'effectif du conseil municipal étant fixé actuellement à 32 conseillers municipaux, celui-ci sera désormais composé de 31 conseillers municipaux. L'Assemblée prend donc acte de la nouvelle composition du conseil municipal qui a déjà été consignée selon l'ordre du tableau prévu du Code général des collectivités territoriales et a été transmise à monsieur le préfet de l'Eure en date du 6 mars 2025. Le point numéro 1, affaire générale, le point numéro 1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 mars. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. La délibération numéro 2. Mise en place d'un périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de l'article 424-1 du Code de l'urbanisme sur la parcelle cadastrale 022 AC 126. Et je passe la parole à monsieur Lejeune. Je rappelle que la municipalité a engagé depuis quelques années une réflexion pour renforcer la centralité de la commune et la densification des constructions sur les terrains restant constructibles sur la commune. En effet, la commune du Val d'Azay est très impactée par le risque inondation de la Seine, ce qui limite fortement les terrains constructibles. Il est par ailleurs constaté que très peu de terrains à bâtir sur la commune historique d'Aubevoie sont disponibles, en particulier des terrains de plusieurs milliers de mètres carrés. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre fixé par le programme local de l'habitat de l'agglomération Seine-Eure, qui prévoit la réalisation de 85 logements sur la commune du Val d'Azay entre 2023 et 2028, dont 28 logements sociaux. En parallèle, la commune du Val d'Azay observe une baisse continue de sa population depuis 2020. Celle-ci est passée de 5628 habitants au 1er janvier 2020 à 5265 au 1er janvier 2025, soit une baisse de moins 6,45% en 5 ans. Cela a pour conséquence la fermeture de 2 classes sur la commune en septembre 2024. Face à ces différentes problématiques,
Une réflexion a été travaillée par le bureau d'études Champs Libres en 2022 lors d'une étude urbaine réalisée par la commune dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Cette étude préconise la densification de la parcelle cadastrée 022 AC26 d'une surface de 8 760 m² avec la construction de 33 logements diversifiés, 18 logements intermédiaires et 15 terrains à bâtir. Le plan de masse qui vous est présenté est issu de l'étude réalisée par le cabinet Champs Libres en 2022. Ce terrain a fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation qui a permis de traduire réglementairement ces premiers éléments et a été intégré au PLUI Valence-Côte. Il est précisé que cette OAP ne produit pas encore ses effets car le terrain a été divisé auparavant, ce qui a pour effet de maintenir le droit applicable avant la création de l'OAP. Il convient de préciser que la commune a engagé des démarches auprès du propriétaire pour acquérir le terrain de manière amiable. Mais ces différentes rencontres début 2022 entre le maire et la propriétaire du terrain n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Des études se poursuivent en ce sens et un partenariat a été initié avec un bailleur social, Siloge, qui a mené une étude d'implantation détaillée de 36 logements sur cette parcelle, comme le présente le plan masse ci-dessous que vous avez sous les yeux. Cette démarche doit permettre d'établir un montage financier réaliste et viable sur le plan économique, notamment à travers l'action du bailleur social, la Siloge. En parallèle, la communauté d'agglomération Seineur, compétente en matière de planification, va engager dans la prochaine modification du plan local d'urbanisme intercommunal une modification de l'OAP actuellement en place sur cette parcelle pour traduire et compléter ces orientations et garantir leur respect dans le temps. Dans l'attente de la finalisation des études et de la modification du PLUI, il est proposé d'instaurer un périmètre de prise en considération de projet sur la parcelle cadastrée 022 AC 126, suivant le périmètre joint en annexe, conformément à l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. L'instauration d'un PPCP permet de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme telles que permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager. Le sursis à statuer suspend l'octroi d'une autorisation d'urbanisme, telle celle que je viens de préciser, ou les effets d'une déclaration d'urbanisme dans les cas cités précédemment. Lorsque la décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposée la décision peuvent mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de leur propriété dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 du Code de l'urbanisme. La décision de prise en considération cesse de produire ses effets si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Est-ce que tout le monde a situé où est le terrain? Oui, il y a besoin d'explications complémentaires? Voulez-vous d'autres explications sur cet objet que je viens de détailler, très largement? Pas de questions de votre part? Y a-t-il des oppositions? Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? J'ai une abstention de la part du pouvoir dont je bénéficie. D'accord. Madame Pain qui s'inquiète de la densification de la population sur le secteur. D'accord. On en prend note. Merci. Délibération numéro 4. Prolongation d'une année supplémentaire de l'activité extractive de la carrière de Gaillon par la société Lafarge Granulat. Donc la société Lafarge Granulat exploite actuellement une carrière de sable et gravier alluvionnaire située sur le territoire de la commune de Gaillon, dite carrière de Gaillon. L'exploitation de cette carrière est autorisée par l'arrêté préfectoral du 15 mai 2008, modifié par celui du 27 juin 2011 et prolongé par celui du 28 avril 2022
sur une surface de 75 hectares, 9 arts, 39 centiares. Le tonnage maximal extrait autorise pour ce site est de 650 000 tonnes par an. Le secteur d'exploitation est indiqué en rouge sur le plan ci-dessous. Suite à la réflexion du projet d'extension vers un projet plus ambitieux à vocation écotouristique et de compensation hydraulique, le temps de travail sur le dossier de demande d'autorisation s'est avéré plus important que prévu. De plus, depuis le 22 octobre 2024, l'instruction des dossiers est modifiée et nécessaire une enquête publique plus longue, et nécessite une enquête publique plus longue. Aussi, la société Lafarge-Gramula sollicite la prolongation supplémentaire de son autorisation d'exploiter pour une durée de 12 mois jusqu'au 15 mai 2026 pour permettre l'autorisation du site durant la phase d'instruction du projet de renouvellement, d'extension et de modification des conditions de remise en état de la carrière de Gaillon. Cette demande permettra notamment à Lafarge-Gramula de finaliser son dossier administratif de demande d'extension d'exploitation. Concernant cette demande de prolongation d'exploitation d'une année, aucune modification de quelque sorte de l'exploitation n'est demandée, si ce n'est de repousser l'exploitation actuelle jusqu'au 15 mai 2026. Le public sera consulté par voie électronique du 24 mars 2025 au 7 avril 2025 au soir et pourra consulter le dossier sur le site internet de la préfecture. L'avis du conseil municipal du Val d'Azé et de 6 autres communes autour de Gaillon est demandé par la préfecture concernant ce projet de prolongation de l'exploitation de la carrière pour une année. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Donc si vous n'avez pas de questions et pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Délibération numéro 5, personnel communal et création de postes. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Je vous fais part des éléments suivants. Un emploi d'adjoint administratif principal de première classe, chargé d'accueil, devenant vacant suite à un départ en retraite. Il convient donc d'assurer son remplacement sur un emploi permanent. Et il est proposé de créer un emploi d'adjoint administratif territorial à temps complet. Au point numéro 2, considérant qu'il est nécessaire d'organiser et d'assurer la continuité du service administratif, remplacement, renforcement ponctuel, des différents services de la collectivité, il est proposé de créer un emploi d'agent administratif territorial à temps complet. Et numéro 3, la collectivité ayant repris une partie de la compétence de la voirie, il est nécessaire de recruter un agent assurer le bon état des voies publiques, routes, trottoirs, chaussées. Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet. Donc sur le premier poste, c'est un départ en retraite et on recrée un poste pour la personne que l'on a recrutée pour remplacer le départ en retraite. Sur le deuxième, c'est un poste qu'on le crée d'avance parce qu'on n'a plus de poste d'avance sur la commune et si on a un remplacement à faire ou quoi que ce soit, ça nous permet d'avoir ce poste disponible. Et sur la troisième solution, comme il est dit dans la délibération, nous avons besoin de recruter un agent pour reprendre le désherbage des voiries qui était jusqu'à présent assuré par l'agglomération Seine-Nord. Voilà les explications. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. La délibération numéro 6, c'est la subvention aux associations pour l'année 2025. Donc comme chaque année, lors du vote du budget, il convient d'attribuer pour l'exercice 2025 une subvention aux associations locales et il est proposé de poursuivre le soutien de la commune au tissu associatif local afin de maintenir son dynamisme. En effet, dans le cadre de leurs activités, différentes associations locales ont sollicité une aide financière auprès de la commune. À l'appui de leur demande, chaque association a adressé un dossier en mairie qui comporte les informations sur l'association, ses ressources financières propres et leurs projets pour l'année 2025.
Au regard de la situation financière de la commune, exposée dans le rapport d'orientation budgétaire, qui oblige la commune à réduire ses dépenses de fonctionnement, l'enveloppe globale des subventions attribuées aux associations passe de 178 000 euros environ en 2024 à 150 000 euros en 2025. Afin de participer à l'effort collectif de réduction des dépenses de fonctionnement, les subventions aux associations pour l'année 2025 ont été réduites de 20%. Certaines associations ayant des ressources financières importantes stockées sur des comptes bancaires voient leurs subventions réduites pour cette année 2025. Aussi, il vous est proposé l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2025, comme l'indique le tableau ci-dessous. Donc je suppose que vous en avez tous pris note. Donc il y a quelques informations à vous donner, parce que il y a une subvention qui est l'association de mémoire militaire, c'est ça? Normande de mémoire militaire. Normande de mémoire militaire, qui a vu sa subvention augmenter pour la bonne et unique raison, c'est que cette association participe au financement du voyage d'études de 2 classes du lycée pour la Ravivage de la flamme. ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe et la visite du musée des armées à Paris. 19%. Voilà, donc cette association participe au financement de ce voyage et donc nous lui avons attribué, la commune, 500 euros supplémentaires pour financer une partie de ce voyage. Sachant que cette association finance 1 000 euros sur le budget de 5 000 euros, je crois, Sur ses propres biens. sur ses propres fonds. Et ensuite, vous avez la liste de toutes les subventions qui ont été attribuées. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des... Je ne prends pas au vote. Je ne prends pas. Donc il y a Nadine, Thierry Moi. et Madame Roussel. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 7. Demande de subvention à la Banque des Territoires et au Fonds européen LEADER pour la réalisation d'une étude en vue de créer un schéma de sentier nature favorisant les mobilités douces et actives. Pour rappel, la commune prévoit dans le cadre du programme Petite Ville de demain la réalisation d'une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de réaliser un schéma de sentier nature favorisant les mobilités douces et actives, en proposant une expérimentation via une opération d'urbanisme transitoire visant à préciser les usages futurs. Cette mise en œuvre avait été recommandée par l'étude urbaine réalisée en 2022 par le Bureau d'études Champs Libres dans le cadre du programme PVD. Aussi, la définition d'un schéma de sentier nature favorisant les mobilités douces et actives vise plusieurs objectifs. Vous avez les différents schémas sur la carte que vous avez, avec les différents traits de différentes couleurs qui présentent les axes importants de mobilité douce sur la collectivité. Donc les points que l'on souhaitait améliorer, c'est le développement des mobilités actives dans une commune où la voiture est prépondérante, tracé vert et rose, la connexion des 3 communes historiques entre elles vers le pôle de centralité au cours des restructurations, tracé turquoise, la valorisation des patrimoines naturels et historiques, notamment depuis la gare via l'axe structurant Seine à vélo, gare, rue du Hazé, château de Gaillon, tracé rouge, violet et orange. Limiter l'usage de la voiture en favorisant favoriser les déplacements à pied et en vélo dans la ville. S'assurer de la continuité foncière dans la mise en réseau de ces cheminements doux. Favoriser les liens sociaux. Déployer des aménagements inclusifs et pédagogiques en adéquation avec les vocations des différents espaces. Innover en matière d'aménagement et de mobilier urbain, signalétique d'animation, mobilier adapté. Favoriser l'utilisation de mobilier et d'aménagement éco-conçus. Favoriser la coexistence des usages et des modes de déplacement. Et renforcer un cadre de vie favorable à la santé des habitants. Une conclusion auprès de plusieurs bureaux d'études a été lancée en février 2025 avec un début de l'étude prévu courant avril 2025. Pour cette étude, plusieurs financements possibles ont été identifiés, à savoir la Banque des Territoires, enveloppe de crédit d'ingénierie
attribués dans le cadre de PVD, le Fonds européen Leader, et vous avez dans le tableau ci-dessous le financement de cette opération, donc pour un coût global de 40 000 euros. La Banque des territoires nous financerait à hauteur de 12 000, le Fonds Leader à hauteur de 20 000 euros, et le reste à charge pour la commune serait de 8 000 euros. La présente délibération a pour objectif de valider le principe de réalisation de cette étude, solliciter les subventions auprès de la Banque des territoires et des fonds européens leaders, et enfin de valider le plan de financement proposé ci-dessus. La mise en œuvre des travaux sera réalisée dans un second temps avec des financements prévus dans le cadre du projet de territoire de l'agglomération Seine. Donc sur le plan de financement que vous avez là, donc, la partie Banque des territoires, c'est un montant qu'on avait et sur lequel on a encore de l'argent disponible, donc les 12 000, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait la présentation il y a maintenant 3 semaines à la commission leader pour l'attribution de ces 20 000 euros, et ces 20 000 euros nous ont été attribués. Donc le plan de financement peut être validé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, pas d'observations, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions? Unanimité, merci. Délibération numéro 8, tarif des mises à jour des tarifs, mise à jour des tarifs, pardon, et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous reprenons ici tous les tarifs qui sont applicables sur la commune au niveau des services et des prestations, et simplement quelques changements et modifications qui concernent essentiellement les tarifs de location pour l'espace culturel Marcel Pagnol. Ça fait suite bien sûr à la finalisation des travaux, et que maintenant on peut louer donc cet ensemble de différentes façons, avec une carte assez large on va dire, et donc avec des tarifs donc, qui sont adaptés à chaque situation. Donc voilà, c'est les principales modifications qui sont apportées. Tous les autres tarifs ne changent pas, hein, on reste sur les mêmes bases. Donc ça concerne donc l'allocation de la grande salle avec scène. Alors en fonction des prestations, hein, vous voyez les différents tarifs, hein, en fonction des prestations, donc s'il y a du personnel qui est mis à disposition ou autre. Là-dessus, je pense que M. Thierry pourra m'aider sur la tarification. Après, donc, il y a l'option concert, spectacle, séminaire ou dîner-spectacle, assis. On a la même chose debout, avec une capacité portée à 1000 personnes. Et vous avez donc les différents tarifs qui sont adaptés à tout ça. S'il y a besoin d'un plateau technique expert ou pas, s'il y a besoin de barrières, enfin, il y a tout un menu, tout un panel, tout un tas d'options qui sont facturées, je dirais, en fonction des besoins de la résidence ou de la location. Et puis donc la grande salle, la résidence d'artistes que l'on fait aussi également, qui est un nouveau service qu'on peut offrir. La location de la grande salle sans la scène, et puis donc l'extension également qui est valorisée et qui est proposée à la location, avec donc différentes cautions aussi pour le locataire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette tarification? Vous n'avez pas de questions, ok. Donc je répète bien, là on rebalaye on repasse une délibération pour l'ensemble des tarifs, mais seulement les tarifs de l'ECMP sont changés. Tous les autres sont inchangés. Ok. Pas de questions? Donc je passe au vote. Une précision. Oui. Juste préciser que le personnel de l'espace culturel a fait un gros travail. On s'est renseigné de tous les tarifs dans les salles qui équivalaient la nôtre, donc un peu partout dans toute la région, et donc on est dans les tarifs logiques de cette salle. Tout ce que je voulais dire. Parce qu'il y a eu un gros boulot de fait par le personnel. Ils ont eu du mal à vraiment cibler les prix. Il fallait se mettre par rapport aux autres salles, il fallait arriver à être pas trop cher, ni pas assez dans le marché.
C'est ce qu'on voit dans la délibération, hein, quand vous la reprenez en détail, il y a quand même tout un tas de petites lignes, de petites options, de prix différents en fonction de ce que le locataire souhaite, en fonction de ce qui est organisé dans l'espace, quoi. Donc je vous dis, ça concerne donc, la grande salle, avec ou sans scène, avec ou sans gradin, avec ou telle prestation ou sans telle prestation. On va même jusqu'à la restauration. Donc il y a vraiment toutes les options possibles. Et effectivement, donc, les services de la CMP ont balayé tous les choix possibles et inimaginables sur un benchmark assez conséquent. Donc c'est effectivement un gros travail. Donc merci pour ces précisions. Je peux passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Tu gardes la parole pour les délibérations suivantes. D'accord. Alors, donc, le point 9, donc, c'est la provision pour risque. Donc là, c'est la DGFiP qui nous demande de passer une provision qui est fixée à 25% des créances totales calculées, enfin, pas les créances totales, enfin, 25% des créances risquées. Les créances risquées, c'est le ratio qu'il y a entre le taux d'encaissement effectivement réalisé et ce qui a été donc, demandé. Donc, il y a toujours des impayés et comme dans toute société, on essaie de prévoir ces impayés et de constituer une provision pour ça. Donc, pour l'année 2025, la DGFiP nous demande une provision pour risque estimée par elle-même donc à 4 732 €, ce qui correspond donc à 25% du total des créances à risque qu'elle a constaté. Est-ce que j'ai été clair? C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. J'interpellais le maire à savoir si on pouvait s'y opposer. Non. Non, non. C'est une règle comptable que l'on doit appliquer dans le cadre de la M57. Merci de cette précision. On ne doit pas s'y opposer. La M57 a été faite pour en fait rapprocher le plus possible la comptabilité des collectivités par rapport à la réalité. Voilà. Donc effectivement, dans une collectivité, on donne des titres à payer pour différentes prestations, ça peut être de la cantine, ça peut être de la location de salle, ça peut être n'importe quoi. Et on a un risque d'impayé, et c'est donc de toute façon la DGFiP qui gère ce travail-là. Donc elle seule sait si c'est elle qui détermine le ratio en fait de ce qu'on a sur nos titres de recettes. Et bon, après, si c'est 25%, si on fait un calcul rapide, c'est-à-dire qu'on a 4 000, ça fait 9 000, on a un petit 20 000 € de créances risquées sur la commune. Voilà. Et on nous demande de provisionner 25%. C'est pas parce qu'on provisionne qu'on aura automatiquement les créances qui seront impayées. Hein. On les reprendra le cas venu à la décision de la DGFiP. Ce qu'on peut juste rajouter, c'est que si la DGFiP faisait bien le recouvrement, on n'aurait pas cette somme-là à mettre sur la ligne, parce que c'est elle qui est chargée du recouvrement. C'est la seule remarque qu'on pourrait faire. Après, même s'il y a des dangers de non-paiement, même si elle fait bien son travail, ils sont toujours existants. Voilà. Après, on passe une délibération qui s'appelle les titres sans valeur, où là, effectivement, on est sûr de rien récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Donc, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Donc je continue. On arrive au vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2025. Alors l'État nous a envoyé l'état du 59 avec donc des nouvelles bases. Et l'État a augmenté ses bases de calcul pour la fiscalité locale de 1,70% pour 2025, sachant qu'en 2024, l'augmentation des bases était de 3,90%. L'année d'avant, c'était 7,8%. Voilà, c'est ça. Donc,
une augmentation. Nous, communes, nous proposons, et c'est l'objet de la délibération, les nouveaux taux de fiscalité appliqués à ces bases, et sollicitons de ne pas augmenter nos taux, nous propres, comme c'est le cas depuis, on va dire 2016, parce que c'est la constitution de la commune nouvelle, mais même longtemps auparavant, sur Beauvoir entre autres, la fiscalité n'a pas évolué, les taux n'ont pas évolué à la hausse depuis dans les années 80, fin des années 90. Quoi. Voilà, donc je vous propose donc de prendre cette délibération, à savoir donc de maintenir les taux tels qu'ils existaient l'année dernière, et donc à reproduire pour cette année, à savoir donc pour la taxe d'habitation, donc 10,78%. C'est pour les résidences secondaires simplement. Hein. La taxe d'habitation n'est plus perçue sur la résidence principale. Le foncier bâti, un taux de 42,46%. Alors ce taux de 42,46% intègre la taxe foncière départementale. La taxe foncière départementale qui s'élève à 20,24% et le taux de la taxe foncière communale est de 22,22%. Et puis donc le foncier non bâti, donc de 47,03%. Voilà. Foncier non bâti. Tu payes le foncier non bâti? D'accord. Donc voilà, c'est taux inchangé depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour le maintien des taux? Je veux juste faire une remarque, c'est que c'est la dernière année du lissage de la commune nouvelle. Donc le taux d'imposition pour tout le monde est aujourd'hui identique. En 2025. Oui. Des questions? Des observations? Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, on va passer sur la partie budgétaire de cette réunion, donc qui va consister à, dans un premier temps, approuver les comptes de gestion 2024, le compte administratif 2024 et le budget 2025. Donc on va faire dans l'ordre, à la fois pour le budget du local commercial. Alors le budget du local commercial, c'est le budget qui nous permet de gérer le snack park dans le Crapa et également le local de la boucherie. Le budget principal viendra derrière et on fera donc le budget en dernier recours. Alors le compte de gestion, donc c'est le compte qui est tenu par l'administration fiscale, par la DGP. Okay, ce compte de gestion doit être rigoureusement le même que notre compte administratif. Et, alors c'est pas par hasard, il l'est. Hein, vous avez en annexe les deux. Donc vous avez pu constater la réciprocité et donc, du compte de gestion par rapport à notre compte administratif. Donc les éléments suivants, vous les avez, hein, sur donc, le local commercial, dans la section de fonctionnement, en dépenses pour 8 653,92 €, en recettes pour 21 266,67 €, pour la section d'investissement 7 391,14 € et en recette 37 805,05. Donc vous avez le compte de gestion en pièce jointe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. Donc ensuite... Je reprends la main pour désigner un président de séance, parce que comme vous le savez, je n'ai pas le droit d'être présent pour le vote du compte administratif. Donc je vous propose de passer la main à Thierry Jarry pour le vote du compte administratif. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et je te redonne la parole. Merci. Vous sortez de la salle maintenant, plus tard. Après, si c'est long, ça peut être dangereux. Alors, le budget annexe
donc le compte administratif 2024. C'est exactement les mêmes chiffres que le compte de gestion tout à l'heure. Donc sur les réalisations de l'exercice 2024, en section de fonctionnement dépenses, nous avons 8 653,90. En recettes, 21 266,67. Pour la section d'investissement, 7 391,14 en dépenses et 37 805,05 en recettes. Il y a des reports de l'exercice 2023, 8 043 € en recettes de fonctionnement et 627,13 € en recettes d'investissement. Il y a des restés réalisés en dépenses sur la section d'investissement pour 35 780,64, 980,64 et le résultat le résultat cumulé donc pour un total donc de 52 025,70 en dépenses et 67 699,68 en recettes. 28 en recettes. Alors, vous pouvez peut-être vous interroger pourquoi est-ce qu'il y a des restes à réaliser sur ce budget. C'est simplement le snack park sur lequel on a fait de gros travaux en 2023 et tous les entrepreneurs ne nous ont pas encore envoyé leurs factures. Voilà. Donc, tant que les factures sont pas arrivées, on ne peut pas faire le DGD et fatalement, on a des restes à réaliser. Voilà. Mais ils sont prévus en comptabilité quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Donc, suite à cela, on dégage un résultat qu'il faut affecter. Le résultat de clôture. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Donc, le résultat de clôture et l'affectation des résultats. Donc, on a constaté un résultat de l'exercice de 12 612,75 €. Des résultats antérieurs reportés pour 8 043 €, soit un résultat affecté de 20 613,18 €. Un excédent d'investissement de 31 041,04 €. Des restes à réaliser, donc besoin de financement de 35 980,64 €, soit un besoin de financement d'investissement de 4 939,60 €. Donc je vous propose de mettre sur le compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 4 939,60 €, de mettre en excédent de fonctionnement reporté 15 673,58 € et en excédent d'investissement reporté 31 041,04 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. On passe au budget principal. On a que 2 budgets dans la commune, on rassure tout le monde. Pour le budget principal, donc les chiffres sont un peu plus conséquents. Donc c'est pareil, on va passer à l'approbation du compte de gestion 2024. Donc le compte de gestion tenu par l'agent comptable, strictement identique à notre compte administratif, avec les sommes que vous avez à l'écran. Je prends les bouteilles d'eau. Donc la section de fonctionnement en dépenses pour 6 863 029,50 et en recettes pour 7 153 382,22. En investissement, en dépenses, 2 764 320,54 et en recettes, 1 145 816,26. Rigoureusement identique à notre compte administratif. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Abstention? Abstention? Contre? Unanimité, merci beaucoup. Donc je
sortir pour le compte administratif du budget général. Donc je vous propose de repasser la main à Monsieur Jarry. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci. Merci, monsieur le maire. Ouais. Donc, le compte administratif qui retrace toutes les opérations financières en dépenses et en recettes effectivement réalisées par le maire au cours de l'exercice, dans les dépenses et les restes à réaliser pour la section d'investissement. Donc, sur 2024, les réalisations de l'exercice. Donc, en section de fonctionnement, nous avons dépensé pour 6 863 029,50 et en recette 7 153 382,22. Pour la section d'investissement, en dépenses 2 764 320,54 et en recette 1 145 816,26. Il y avait des reports de l'exercice 2023, donc pour la section de fonctionnement en recette 2 379 302,60 et en investissement 1 400 184,54. Il y avait des restes à réaliser sur la section d'investissement en dépenses pour 1 148 183,22 et en recette 894 316,80. Les restes à réaliser, je me permets de faire une petite aparté. Sur la section d'investissement, c'est essentiellement les travaux de Marcel Pagnol. Et les recettes, c'est les subventions liées aux travaux de Marcel Pagnol. Pour un résultat cumulé, au total, donc, de 10 775 533,26 en dépenses et 12 980 002,42 en recettes. Est-ce que vous avez des questions? Tous ces chiffres sont clairs. Vous avez étudié scrupuleusement les 45 pages de chaque tableau. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Je vais pouvoir rappeler monsieur le maire. Ça fait 4 fois que je vois la téléphone. J'ai te demandé de les présenter. Alors, le point 18, le budget principal, donc avec l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2024. Donc, nous avons constaté un résultat de l'exercice de 290 352,72. Qui n'est pas énorme. Des résultats antérieurs reportés de 2 379 302,60, soit un résultat affecté de 2 669 655,32. Nous avons un déficit d'investissement de 211 319,74, des restes à réaliser en besoin de financement de 253 866,42, soit un besoin de financement d'investissement de 465 186,16. Je vous propose donc d'affecter le résultat de clôture de la façon suivante. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, 465 186,16. Au compte 002, excédent de fonctionnement reporté, 2 204 469,16. Et un déficit d'investissement reporté de 211 319,74. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ok, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Une fois qu'on a soldé les comptes 2024, on va passer au budget primitif 2025. Donc, comme il se rapporte beaucoup aux robes,
délibéré avec de l'ordre du conseil municipal du 4 mars dernier. Donc, les grands équilibres n'ont pas changé entre deux. Simplement, l'État 1259 a confirmé nos estimations. Donc, le budget ressemble beaucoup à ce que j'avais présenté sur le ROB. Alors, l'équilibre du budget, donc vous l'avez à l'écran. Monter un tout petit peu le tableau. Voilà. En 2025, nous prévoyons pour le fonctionnement des dépenses à hauteur de 9 350 244,46, donc financées par des recettes à hauteur de 7 145 775,30 et un excédent de fonctionnement de 2 204 469,16. Donc la section de fonctionnement est équilibrée à 9 350 244,46. Je rappelle que dans le budget, ce sont des enveloppes que l'on donne. Ces enveloppes sont destinées à pouvoir fonctionner en ce qui concerne cette partie-là du budget. Identique pour les investissements, on détermine des enveloppes qui nous permettent de faire nos investissements. On est bien sur des enveloppes budgétaires, on n'est pas sur des opérations réalisées. En investissement, donc la section d'investissement est équilibrée à 4 861 882 €, qui représente donc des dépenses 2025 pour 3 502 379,04, des recettes d'investissement pour 3 967 565,20. Le reste à réaliser 2024, comme on a vu tout à l'heure. Donc en dépenses, 1 148 183,22 et en recettes, 894 316,80. Le déficit de financement 2024, 211 319,74, donc toujours en dépenses. Donc pour un budget équilibré, section par section, à hauteur de 14 212 126,46 centimes. Dans le détail, les dépenses de fonctionnement, alors vous les avez par chapitre, avec l'évolution entre 2023 et 2024, et ce que nous vous proposons pour 2025. Donc je ne vais pas relire toutes les lignes une à une, hein, vous voyez l'évolution. Donc il faut savoir que sur le chapitre 11, nous sommes surtout impactés par l'inflation, par le taux d'inflation, qui n'est quand même pas neutre depuis quelques années. Le chapitre 12, lui, est plus impacté par le chapitre 12, c'est toutes les charges de personnel. Et comme vous le savez, donc l'État a gentiment demandé aux collectivités locales une hausse de leur cotisation au niveau de la CNRACL, donc c'est la caisse de retraite des fonctionnaires des collectivités locales, donc avec 3 points de hausse, ce qui a un impact budgétaire pour l'année 2025 de plus de 56 000 €, donc qui ont été intégrés bien évidemment au chapitre 12, ce qui explique partiellement la hausse qui est prévue. En plus de ça, donc, il y a les cotisations de l'URSSAF sur les accidents du travail. C'est quand même un coût supplémentaire de 19 000 € pour la collectivité. Ensuite, sur le chapitre 11, on en revient à celui-ci, donc il y a donc la hausse des assurances. Non, ça c'est sur le 65, pardon. Une hausse donc de 8 000 €. Et encore, on s'estime heureux d'avoir eu que cela. Nous sommes toujours assurés dans des contrats qui sont viables et économiquement intéressants en cas de sinistre. Et puis donc l'inflation, comme je vous le disais, donc pour 30 000 € estimés sur le chapitre 11. Le total de ça fait que la commune a des dépenses incompressibles et imposées de plus de 114 000 €. Sur les recettes de fonctionnement, donc là, l'État aussi nous a impacté notre budget directement, déjà de plusieurs façons. Donc la baisse de la DGF, on parle de recettes, donc la DGF, une baisse constatée suite à la baisse de la population, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'État recalcule à chaque fois
ces dotations. Il faut savoir que la DMTO, c'est la dotation sur le droit de mutation. C'est une recette donc, qui était quand même au budget 2024, 155 000 euros. Ça correspondait à ce qu'on a réellement touché en 2023. On a reporté. Seulement, on a perçu en 2024 que 105 000 euros. C'est une perte, c'est une baisse de recettes de 50 000 euros. Donc cette année, pour le budget 2025, on s'est basé sur ce qu'on avait perçu en 2024, en sachant que les mutations sur le secteur ont été à peu près équivalentes. Alors sur la DMTO, on perçoit les recettes avec une année de décalage. C'est-à-dire que ce qu'on va percevoir en 2025 concerne les mutations de 2024. Et en 2024, on a constaté à peu près le même nombre, le même montant de mutations que ce qui avait eu lieu en 2023. Ce qui nous permet d'être un peu serein quand même sur ce chiffre-là, même si on a dû baisser de 50 000 euros quand même par rapport à 2024. L'État a aussi, dans sa loi de finances, décidé de ponctionner les collectivités locales par l'intermédiaire du DILICO pour boucher le trou de l'État. Eux creusent, nous on remplisse. Donc le montant pour la collectivité, 30 721 euros à ce jour. On n'a pas encore les chiffres définitifs. Et puis, donc, dernier point que nous avons eu la surprise le 18 mars dernier, où l'État nous a supprimé directement notre DRCTP. Voilà, montant 15 000 euros. 15 000 euros de recettes en moins. Merci de la loi fiscale. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des dépenses qui augmentent automatiquement de 114 000 euros. On a des recettes qui baissent de 100 000 euros. C'est-à-dire que notre budget de fonctionnement est impacté d'un montant de 215 000 euros. C'est avec ce préalable-là que nous avons dû bâtir notre budget. Donc il va de soi, pour combler ça, eh ben, il a fallu serrer partout, tous les services. Donc on a voté tout à l'heure le baisse des dotations, des subventions aux associations. Mais il faut savoir que tout le personnel, l'ensemble des élus, a été sollicité pour faire les économies dans le fonctionnement. Sinon, on ne pouvait pas équilibrer le budget. Donc voilà pour le fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Une question? Oui. Dans le chapitre 13, Oui. peux-tu nous expliquer? Dans les recettes, donc. Oui. Alors les atténuations de charges, donc effectivement on voyait qu'il y a une baisse et on prolonge la baisse sur 2025. C'est le remboursement des arrêts maladie. L'atténuation de charge? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que nous percevons d'assurance en fait sur le remboursement des arrêts maladie. Donc nous on verse le salaire, mais voilà, on a ça en récupération. Après c'est difficilement estimable, on ne sait pas combien de personnel va être malade dans l'année. Donc on se base sur ce qui a été réalisé en 2024 en souhaitant être prudent, bien entendu. Hein. Tout ce qui est recettes a été budgétisé vraiment de façon très prudente, hein, y compris au niveau des différentes dotations et autres. Merci. De rien. Donc voilà, pour le fonctionnement, on va passer à l'investissement. Donc l'investissement, avec des recettes d'investissement. Alors vous voyez qu'il y a 739 000 euros sur la première ligne, c'est des subventions. On a un programme d'investissement qui est chargé. La commune, pour réaliser ces investissements, travaille en autofinancement, toujours. On ne fait pas de prêt pour financer nos investissements. Mais par contre, on va systématiquement solliciter des subventions des différentes structures, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit l'agglo. Dès qu'on a un projet, l'État, bien sûr, dès qu'on a un projet, on cherche à se faire subventionner, réduire l'impact sur notre trésorerie, sur notre budget, et pouvoir investir quand même, parce que les investissements que nous faisons, c'est pour apporter soit du confort à la commune, aux habitants. On est beaucoup axé aussi sur l'économie d'énergie.
lorsqu'on a fait des travaux sur l'espace culturel, on est passé donc dans le décret tertiaire, donc on a anticipé le décret tertiaire, on réalise 60% d'économie d'énergie. Donc c'est quand même pas neutre. On a un programme sur l'éclairage public. L'éclairage public, donc on passe tous nos candélabres en LED. Aujourd'hui, on a plus de 60% de nos candélabres qui sont déjà passés en LED. Et tout ça, donc, ça génère des économies derrière. Indépendamment des actions qu'on peut avoir, comme ce qu'on a fait pour 2024, où on a réduit l'éclairage public la nuit, c'est une économie, je dirais, de 90 000 euros. Donc c'est pas neutre quand même au niveau de la consommation d'EDF. 90 000 euros, en fait, on aurait doublé le chiffre complètement de l'éclairage public sur notre trésorerie. Alors les principales subventions que l'on demande sont liées bien sûr à nos projets. La réhabilitation du bâtiment de la Poste, réhabilitation thermique et également réfection, enfin tout ce qui est réaménagement de la Poste, voilà. Donc on sollicite l'État par l'intermédiaire du Fonds vert et également l'Aglo-Semer. Tout à l'heure on en a parlé, donc les sentiers nature. Alors là c'est pas pour, je dirais c'est pas pour la MOA ça. Ça c'est pour le financement du projet. Donc, tout à fait. Donc on va chercher 34 000 euros de fonds européens leader, plus 35 000 euros sur les banques du territoire. L'aménagement de la salle du Préau à Vieux-Villers, où on a sollicité 180 000 euros de subvention de la part de l'agglomération sur la dotation de droit commun. C'est ça. Oui. Ensuite, donc l'espace culturel, Marcel Pagnol, tous les ans, donc, on inscrit cette subvention-là. Là, c'est le département qui nous demande parce qu'il ne passe pas dans les restes à réaliser, en fait, malgré la notification. Et puis donc, on a équipé nos écoles, on va équiper nos écoles de tableaux, on appelle ça, des tableaux numériques, voilà, et puis d'ordinateurs. Et là, donc, c'est l'État qui porte ce projet-là. Non. Ça n'a rien à voir. C'est un projet éducatif. Oui, mais pas du tout pour les ordinateurs. C'est pas les ordinateurs. Ah, je crois que c'était pour Non, pardon. Ce projet-là, c'est un projet éducatif de l'école de Charlemagne. Ok. Voilà, c'est un investissement qui est subventionné par l'État. Donc voilà. Sur les dépenses d'investissement qui sont prévues, donc bien sûr des dépenses d'équipement, avec donc le programme que vous avez ici, le réaménagement de la salle des fêtes de Vieux-Villers pour une enveloppe prévue de 450 000 euros. La réhabilitation thermique du bâtiment de la Poste, on en a parlé tout à l'heure, pour 426 000 euros. On prévoit également la rénovation thermique de l'école du Grand Charlemagne pour 100 000 euros et la réfection de la toiture pour 80 000 euros. Ensuite, on arrive en fin de marché. Donc, il y a des révisions qui sont obligatoires sur les fins de marché, révision des prix pour l'espace culturel à hauteur de 150 000 euros. Nous sommes obligés de l'inscrire parce que c'est dans le marché. Il faut savoir que ces 150 000 euros ne seront pas dépensés. On est obligé de l'inscrire néanmoins parce que ça fait partie des clauses du marché au départ. Le budget, l'enveloppe globale pour l'espace culturel était respectée à 5 000 euros près. Sur un projet global de 2 200 000 euros. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le remplacement des LED, des lampes sodium par des LED, donc sur un projet comme l'an dernier d'à peu près 100 000 euros, donc abondé par le Fonds vert, enfin, du moins on le souhaite, ce qui nous a permis donc d'atteindre 60% déjà, et là, si on fait le projet réalisé, on arrivera pratiquement 80%, au moins 75% de candélabres en LED. La sécurisation des écoles, pour à peu près 10 000 euros aussi, vu qu'on a déjà commencé d'ailleurs. L'aménagement immobilier dans les sentiers nature, dont on a vu tout
tout à l'heure, donc 140 000 euros, avec les subventions qui vont avec. On a un programme de relève de tombes sur le cimetière de Sainte-Barbe-sur-Gaillon, également. C'est de l'investissement, mais c'est nécessaire, parce que Sainte-Barbe-sur-Gaillon, il y a un jeu de mots, il y a la crise du logement, je crois, dans le cimetière. Ensuite, donc, sur Vieux-Villers, on prévoit, indépendamment de la salle et de ses abords, parce qu'aux abords de la salle, on va créer un parking. On va également faire un parking à côté du cimetière, donc Vieux-Villers. Les projets avancent bien de ce côté-là, monsieur le maire, n'est-ce pas? Eh ben, je l'espère que l'aglo travaille pour nous. Je vous donnerai des informations plus précises dans quelques jours. Il y a également donc l'aménagement courant de voirie qui est fait par Sénor. Mais il faut savoir, la compétence voirie est à l'agglomération Sénor, effectivement. Dès lors qu'il y a des aménagements supplémentaires en dehors de l'entretien, 32% revient à la charge de la commune. C'est 50 000 euros. L'enveloppe qui est budgétisée à 50 000 euros, c'est pour financer ces 32% de travaux supplémentaires et d'aménagement sur la voirie. Enfin, donc, nous allons installer 4 tables de ping-pong sur l'ensemble de la commune pour un projet de 25 000 euros. C'est un projet sur lequel on devait être subventionné et on ne l'a pas été, mais on a maintenu quand même cet équipement. Ça nous paraît important que les gens puissent s'amuser, les enfants puissent s'amuser. Donc il va y avoir une table de ping-pong dans le CRAPA 2, donc de l'autre côté de la route. Une table de ping-pong au parc de la Crépinière. Une à Sainte-Barbe sur la place du Pipet. Et une à Vieux-Villers, à côté de la salle, il y a un terrain de pétanque, à côté de la salle de Vieux-Villers. Et on va y installer aussi à côté une table de ping-pong. Et puis bien sûr tout ce qui est investissement récurrent, matériel informatique, travaux dans les écoles et les bâtiments. Donc voilà pour le budget 2025, donc je vous dis, et c'est surtout sur le fonctionnement qu'on a beaucoup travaillé. Et on continuera à travailler parce que 2026 n'est pas gagné d'avance, loin de là. Et dès maintenant, on s'attelle à trouver des sources d'économie budgétaire. En ce qui concerne l'endettement de la commune, donc depuis très longtemps, on n'a pas eu à emprunter pour nos projets. Comme je vous disais, on travaille essentiellement en autofinancement ou par subvention. Sinon, donc, il nous reste 4 emprunts, dont un se termine en septembre 2025. Il nous reste donc pour à peu près 970 000 euros de capital restant dû aujourd'hui sur la commune, ce qui nous permet d'avoir un ratio de désendettement estimé à, suivant le réalisé de 2024, on va dire à 1,4 années de désendettement. Par rapport au budget 2025, on est sur des enveloppes, donc c'est normal que ça remonte un petit peu, à moins de 2 années et demie de désendettement sur la commune. On est très peu endettés, et en plus, ce ne sont pas des emprunts toxiques. Voilà ce que j'allais dire pour le budget. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que j'ai été assez clair? Bon, je sais, vous avez déjà parlé de tout ça, l'Europe, je sais. C'est déjà ça. La majorité, on a eu pas mal de débats et de réunions sur le sujet. Je vous ai assez sollicité en amont pour tout ça. Donc, s'il n'y a pas de questions ni d'observations particulières, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Le budget de la commune est adopté. On va pouvoir travailler ensemble. Ah oui, le budget annexe local commercial, j'ai oublié. Donc, comme je vous disais, on a un petit budget. Donc, par l'exploitation, mais disons la gestion du local de la boucherie et du CRAPA. Du snack park. Du snack park, oui, pas du CRAPA. Donc, des dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement, mise aux normes dans les différents locaux, réparation, choses comme ça. Titres en non-valeur, alors là, pour le coup, on en a eu
pas mal, on en aura pas mal en 2025, avec la liquidation judiciaire de notre ancien locataire, donc, sur lequel donc, on ne touchera pas le loyer sur la boucherie. Et puis, sinon, en fonctionnement, on n'a rien prévu de spécial sur le fonctionnement, avec surtout des restes à réaliser, en souhaitant que les entrepreneurs nous envoient leurs factures. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Pas de projet particulier sur ce sujet. Je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et cette fois, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Donc je reprends la parole pour les affaires diverses. Retour sur mes délégations. Donc la décision 17-2025, c'est de conclure un avenant pour la convention d'autorisation d'occupation temporaire signée le 25 août 2023 pour l'exploitation économique du snack park avec la société Autropique Gourmet, représentée par sa gérante, Madame Aurette Mendy. Cet avenant numéro 1 est applicable à compter du 1er mars 2025 et modifie les dates d'ouverture pour l'exploitation du bâtiment snack park qui seront désormais fixées du 1er avril au 30 octobre de chaque année. Pour rappel, cette convention d'exploitation est valable du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2025 et est renouvelable par tacite reconduction pour l'année 2026 et 2027. La décision 18-2025 est de conclure un avenant en moins-value sur l'avenant numéro 6, sur le lot numéro 9 avec la société Oiselec, un avenant de moins 5 610,18 € hors taxe, ce qui fait passer le marché de 232 877,80 à 227 267,62. La décision 19-2025 est de fixer le tarif pour l'espace culturel pour l'après-midi disco partie senior qui s'est déroulé le 3 avril 2025 avec des tarifs, un plein tarif à 15 € et des tarifs réduits à 10 € pour les Val d'Azur. Et la décision numéro 20-2025 de conclure et de signer un avenant, l'avenant numéro 4 pour le lot numéro 1 avec la société Bouquet pour Fondation et Gros œuvres. Et c'est un avenant qui n'a pas d'incidence sur le montant du marché. C'est un avenant pour le principe de renforcement de structure par plat carbone pour la phase numéro 2. Et le montant de ce marché reste inchangé à 484 183,50 €. Et j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions et d'observations. Donc je mets un terme au conseil municipal.